Enquête. Christophe Andelatte. Voici un meurtre de 1996 qui a frappé les esprits, tout simplement parce qu'il a été commis avec une perceuse électrique. Et la victime, qui s'appelait Willy Pomonti, est morte de douleur. Le tueur pensait sans doute qu'il avait commis le crime parfait. Il s'est fait pincer 10 ans plus tard par les progrès de la police scientifique. Pour le débrief, je ferai appel tout à l'heure à maître Alain Freytag du barreau de Paris. Il défendait dans cette affaire les intérêts de la famille Pomonti. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1. Christophe Andelatte. C'est une histoire qui remonte à 1996 et qui commence par l'arrivée de la femme de ménage le matin du 16 avril vers 9h15 dans une villa de la Selle-Saint-Cloud, dans la banlieue de Paris. Dès qu'elle ouvre la porte, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, d'habitude, le maître de maison, Willy Pomonti, vient à sa rencontre. Mais pas là. Et puis le salon est en désordre. Il y a des outils qui traînent partout. Et un escabeau qui trône dans la véranda atelier. Il est bizarrement couvert de peinture rouge. Tout ça est tellement inhabituel que la femme de ménage va chercher un voisin qui est un ami de son patron. « Faut que vous veniez voir. Il y a un truc qui est pas normal. » Et c'est donc ensemble qu'ils avancent dans la maison vers la chambre de Willy Pomonti. Vous avez vu, là ? Dans le couloir par terre, il y a une perceuse. Elle est aussi couverte de peinture rouge. Et plus loin, de la peinture rouge aussi sur le sol. C'est en arrivant dans la chambre qu'ils comprennent. Willy est sur son lit, allongé, dans une mare de sang. Il a été assassiné. Il a les chevilles et les poignets entravés par un ruban adhésif. Et c'est pas de la peinture rouge qu'il y a partout. C'est du sang. La police judiciaire de Versailles débarque dans la foulée. Et en partant du cadavre, les policiers explorent la maison. Une belle villa d'architecte, au passage. Mélange de bois, de verre et d'aluminium, moderne, sobre et chic. Normal, Willy Pomonti était architecte. Du sang, il y en a partout, sur le sol, sur les murs. Quant au cadavre, on attend le médecin légiste, mais pas besoin d'être médecin pour comprendre qu'il a été torturé. Il y a des traces sur tout le corps. Mais ça, bien sûr, les policiers ne le disent pas à la fille de Willy, Florence, quand ils l'appellent pour la prévenir. Il est mort des suites d'une agression, mademoiselle. Mon Dieu, vous n'allez pas me croire. Mais hier, j'ai eu comme une prémonition. C'est-à-dire que j'étais à l'anniversaire d'une copine avec mon mari. Je sais pas pourquoi, sur le chemin, j'ai senti une angoisse monter. Et j'ai dit à mon mari qu'il fallait qu'on aille voir mon père. Et maintenant, vous me dites qu'il est mort. Vous n'êtes pas venu le voir, finalement? Non, mais j'ai tenté de l'appeler. Il n'a pas répondu. Près du cadavre, les policiers trouvent un dérouleur de fil électrique. T'as vu? Il est couvert de sang, comme la perceuse. Oh putain. Il a été torturé avec la perceuse. Regarde ça, il y a un forêt béton dessus. Je pensais avoir tout vu dans ma carrière, mais là... C'est une première, hein. Le médecin légiste, qui est un vieux de la vieille, et qui a déjà fait plus de 6000 autopsies, dit lui aussi qu'il n'a jamais vu ça. Donc, avec la perceuse, on lui a perforé les 2 genoux. Et ici, vous voyez, l'arrière de la cuisse. Par ailleurs, on lui a aussi donné des coups sur le crâne, avec, je dirais, une masse ou quelque chose de ressemblant. Et enfin, on lui a fait sauter toutes les dents. Tout ça, je tiens à le préciser, alors qu'il était encore en vie. Mais alors, de quoi est-ce qu'il est mort, docteur? Il est mort de douleur, capitaine. Il a tellement souffert que son cœur a lâché. Autrement dit, il est mort d'effroi.
Les policiers de la crime de Versailles savent qu'en général, quand on torture quelqu'un, c'est pour lui faire avouer où est son magot. Alors ils fouillent la maison de fond en comble. Que voulaient le ou les tueurs? Que cherchaient-ils? Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ils ont fouillé, c'est sûr. Tous les tiroirs ont été retournés. Il y a des papiers partout sur le sol. Et puis la chaîne IFI a disparu. La télévision a été déplacée. Et bingo, on a des empreintes digitales par ici. Celles de Willy Pomonti, sans doute. Et d'autres, qui malheureusement sont partielles et difficilement exploitables. Regardez ici, là, on a une trace de semelle. Je dirais que c'est des chaussures de sport. Et surtout, il y a des mégots de cigarettes dans plusieurs cendriers. Des mégots de Royal Menthol, de Marlboro et de Chesterfield. Madame, il fumait quoi, monsieur Pomonti, vous le savez? Il fumait des Royal Menthol. Donc, ils étaient possiblement 3, la victime et 2 autres. Et ce qui est intéressant avec les mégots, c'est que ce sont des pièges à ADN, la salive. Sauf qu'on est en 1996, on est au balbutiement de l'exploitation de l'ADN. Alors on va isoler 2 profils, possiblement ceux des tueurs, mais il n'y a aucun fichier auquel les comparer. C'est rageant. L'enquête de voisinage ne donne pas grand-chose non plus. Les voisins n'ont rien vu, rien remarqué, rien entendu, sauf un. Ah, moi j'ai vu la Super 5 de M. Pomonti sortir de la ville. Il était quelle heure? Oh, je dirais 23h. 23h15 peut-être. Ce qui est très tard pour un homme rangé. Et d'ailleurs, cette voiture a disparu. La police diffuse immédiatement le numéro d'immatriculation. 9502 VV 78. Alors, Willy Pomonti avait-il des ennemis? Une double vie? Un trésor caché chez lui? Les policiers se mettent à fouiller dans la vie de la victime. Ils interrogent son entourage. Willy, vous devez le savoir, partageait sa vie entre le sud de la France, où vit sa femme, et sa maison ici à la Selle Saint-Cloud. Est-ce qu'il avait des ennemis? Vous savez, c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis. Mais des ennemis, non, enfin je ne pense pas. L'une de ses connaissances suggère qu'il était de la Jaquette fleurie et qu'il s'envoyait en l'air avec l'un de ses voisins. Mais le voisin en question tombe de l'arbre. Écoutez, franchement, j'ai jamais constaté chez lui des penchants homosexuels. Et je dois vous dire qu'il ne m'a jamais fait la moindre proposition. On parle aussi aux policiers d'une maîtresse. Alors les policiers vérifient. Mais Pomonti n'avait qu'une femme. Et absolument pas de double vie. Et ses finances, alors? Il vivait confortablement, ça c'est vrai. Mais il n'était pas non plus richissime. Et les tableaux sur le mur? Oh, les tableaux, vous savez, ils ne valent pas grand-chose. Est-ce qu'il avait de l'argent chez lui, de grosses sommes? Oh non, non. Absolument pas à ma connaissance. Quelques jours plus tard, on retrouve sa vieille Super 5. Elle est abandonnée sur un parking d'une cité d'Ivry-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris. La police scientifique la passe au peigne fin. Bon, alors on a des empreintes digitales. On a aussi 3 cheveux qui étaient collés sur le plafond de la voiture. Et puis des traînées rougeâtres sur un siège, c'est sans doute du sang. Puisque cette voiture a été retrouvée à Ivry, les policiers se mettent sur la piste de gars de la cité voisine. Et un indique leur balance 4 Ziva qu'on aurait vu traîner près de la voiture. Tous connus, tous fichés. Un autre indique leur livre une petite bande qui aurait déjà commis des enlèvements crapuleux. Et donc 1 mois après le crime, la PJ interpelle 5 personnes, 4 hommes et une femme, tous toxicomanes. Chez l'un d'entre eux, on trouve une paire de baskets Nike dont la semelle ressemble à l'empreinte trouvée près de la scène de crime. Alors, monsieur, dites-moi, vous fumez quoi comme cigarette? Moi, je fume des Marlboro. Et vous, jeune homme?
Moi, je fume des Chesterfield. Bah, c'est des cigarettes les moins chères. C'est très prometteur, tout ça. Mais pas longtemps, parce qu'on compare leur profil génétique à l'ADN dégagé sur la scène de crime. C'était une fausse piste. Aucune empreinte ne correspond. Ce qui relance l'enquête 7 ans après, c'est la nomination en 2003 comme juge d'instruction à Versailles de Sylvie Zimmermann. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais quand un nouveau juge est nommé, il arrive dans un nouveau bureau, il ouvre les armoires et des dizaines, voire des centaines de dossiers en cours lui dégringolent sur la gueule. Véridique. Le nouveau juge ne connaît pas un seul de ces dossiers. En théorie, il doit les lire tous. Je vous dis en théorie parce que c'est impossible. D'autant qu'il arrive des nouvelles affaires tous les jours. Sylvie Zimmermann aurait très bien pu laisser le dossier Pomontì sous la pile, enterré, couvert de poussière. Mais c'est une ancienne avocate reconvertie en magistrate, et elle ne supporte pas les dossiers qui roupillent. Et donc elle lit ce dossier, et elle s'aperçoit qu'il est truffé d'ADN. Vous vous souvenez qu'en 1996, on a trouvé de l'ADN partout dans la maison où a été tué Pomontì, et notamment sur des mégots de cigarettes. Alors à l'époque, on n'avait pu les comparer à rien, mais depuis, la loi a changé. Le fichier des empreintes génétiques recense désormais l'ADN de toutes les personnes qui ont été impliquées dans un crime ou un délit. Impliquées, pas forcément condamnées. Et donc il y a 16 000 empreintes ADN dans ce fichier. Par comparaison, aujourd'hui, il y en a plus de 3 millions. Mais 16 000, c'est beaucoup mieux que rien. Bonjour, Madame Zimmermann à l'appareil. Dites-moi, dans le dossier Pomontì, vous pourriez ressortir les scellés, notamment les mégots de cigarettes, et procéder à de nouvelles analyses ADN que vous passeriez ensuite au fichier? Oui, ça risque de prendre un peu de temps, Madame la juge, mais évidemment, c'est faisable, bien sûr. Tenez-moi au courant, d'accord? Les techniciens du laboratoire de police scientifique de Garches reprennent tout à zéro. Ils ressortent les mégots des sachets plastiques dans lesquels ils dorment depuis 7 ans. Et ils en extraient à nouveau des traces ADN. Et après, il faut attendre. Un peu. Et même beaucoup. Parce qu'il y a que dans les séries à la télé qu'on a la réponse 1 heure plus tard. Dans la vraie vie, il faut patienter. Il y a un embouteillage dans les services qui effectuent les comparaisons avec le fichier. L'affaire Pomontì qui croupit depuis 7 ans n'est pas prioritaire. Alors on attend. Longtemps. 3 ans. 3 ans. 3 ans à remonter lentement la file d'attente du fichier national automatisé des empreintes génétiques. C'est incroyablement long. Mais si on veut positiver, le temps qui passe multiplie les chances. Parce que je vous ai dit qu'en 2003, quand la demande de comparaison est déposée, il y a 16 000 empreintes au fichier. Mais en 2006, quand la comparaison a vraiment lieu, il y en a 270 000. Et il y en a une empreinte qui colle avec l'ADN des mégots. Le profil génétique d'un certain Michel Ambras. 10 ans après, le meurtre de Willy Pomontì a peut-être trouvé son coupable. Alors, voyons ce qu'il y a dans le fichier sur ce Michel Ambras. Bon, c'est pas un gros poisson, hein. Il a fait un peu de prison, mais rien de grave. Hein. Un petit escroc, quoi. Il est entré au fichier il y a 3 ans pour un vol de chéquier. Alors aujourd'hui, il a 47 ans. Il est marié avec une certaine Rachida. Ils ont 3 enfants. Il travaille comme responsable administratif dans une entreprise. Et a priori, d'après ce que j'ai pu apprendre, il est complètement rangé des voitures. La
Tête de Michel Ambra quand il voit débouler les flics chez lui à 5h du mat, un matin de septembre 2006. Il lui passe les menottes et il l'emmène à la PJ de Versailles, en espérant qu'il se mette à table 10 ans après. Parce que pour l'instant, la seule chose que les policiers peuvent prouver, c'est qu'il est allé chez Willy Pomontì avant le crime et qu'il y a fumé une cigarette. La présence de son ADN dans la villa ne prouve absolument pas qu'il est le tueur. Son audition commence par une question toute simple. Monsieur Ambra, dites-moi, vous connaissez la selle Saint-Cloud ? Oui, de nom. Mais j'ai jamais mis les pieds. Il n'y a pas mis les pieds ? Là, il ment. L'ADN ne ment jamais. Il était chez Willy Pomontì à la selle Saint-Cloud, c'est sûr. Il va falloir 4 auditions pour qu'il se mette à table. 4 allers-retours avec sa cellule de garde à vue. Le temps pour lui de comprendre que les policiers ont des biscuits et qu'il lui faut au minimum reconnaître qu'il est allé dans la villa. Je vais vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Et voilà la fable qu'il sert aux policiers de l'APJ. Ce jour-là, en fait, je me suis engueulé avec Rachida. On allait se marier dans quelques semaines. Moi, j'avais besoin de faire le point. Alors, je suis allé me promener vers Versailles. Je vous le dis, c'était pour réfléchir, pour faire le point. Et je suis descendu un peu par hasard, à la salle Saint-Cloud. J'ai marché dans les rues. Et là, je suis arrivé devant une villa. Le portail était ouvert. Alors je suis rentré. Et là, j'ai entendu du bruit. Alors je me suis caché derrière une haie. Et puis à un moment, la maison est ouverte. Je suis rentré. Je sais pas pourquoi. Par curiosité. Et là, j'ai été attaqué par un type qui avait une perceuse à la main. Je me suis défendu. Je l'ai frappé jusqu'à ce qu'il arrête. J'étais dans un état second, en fait. Voilà. Autant vous dire que les policiers ne croient pas une seconde à cette faribole. C'est pas la vérité, ce que vous nous racontez là, monsieur Ambra. La vérité, monsieur Ambra, c'est que vous vous êtes acharné sur Willy Pomontì avec cette perceuse. Acharné, vous entendez ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous l'avez torturé pendant des heures ? Je m'en souviens pas, je vous dis, c'est pas moi. J'ai pas pu faire ça. Ça n'est pas lui. Les policiers lui collent sur la table les photos de Willy Pomontì mort. Ambra se retourne et il se met à dégobiller. Est-ce que vous vous souvenez avoir fumé une cigarette sur place, monsieur Ambra ? Ben non. J'ai pas fumé, je comprends pas. Admettons. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après que cet homme vous a sauté dessus avec sa perceuse ? Ben, il est parti. Et moi, j'ai voulu faire croire à un cambriolage, quoi. C'est pour ça que j'ai volé la chaîne IFI, un chéquier et aussi des vêtements pour me changer parce que, après la bagarre, j'étais plein de sang. Et après, je suis parti avec la voiture du propriétaire. Votre femme, monsieur, elle était au courant de tout ça ? Non, j'ai jamais parlé à personne de tout ça. Même pas à ma femme. Imaginez la tête de Rachida quand les policiers lui expliquent que l'homme qu'elle a épousé il y a 10 ans a sans doute assassiné et torturé Willy Pomontì 1 mois pile avant leur mariage. Elle tombe des nues. Michel Ambra est mis en examen pour meurtre avec torture et acte de barbarie. Il est écroué à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Et quand Rachida vient le voir au parloir, il ne cesse de lui répéter « C'est pas moi, chérie. C'est pas moi, j'ai pas pu faire ça. Ça n'est tellement pas lui. Et il n'a tellement pas pu faire ça qu'un jour il écrit à la juge pour lui raconter une nouvelle faribole. En fait, madame la juge, j'étais pas tout seul ce jour-là. On était 2. Très bien.
Et c'était qui le deuxième? C'était un certain Le Petit. Je l'ai rencontré dans un bar à brocanteur. Et il m'a proposé un cambriolage. Une maison où il y avait de l'argent. Et peut-être, il disait, un coffre-fort. On fait un pari, vous et moi. Je pense qu'il va se donner le beau rôle. Moi, dans tout ça, je devais juste rester sur le trottoir dehors et guetter. Et j'avais un talkie-walkie pour prévenir Le Petit au cas où il y aurait un problème, quoi. J'ai gagné. Il s'est donné le beau rôle. Et puis au bout de 3/4 d'heure, le Petit m'a dit « Viens, j'ai besoin de toi, dépêche-toi ». Alors je suis rentré et je me suis trouvé devant un cadavre. Et Le Petit m'a dit « J'ai fait une connerie ». Et là, il m'a demandé de l'aider à nettoyer la scène, quoi. Et après, il m'a dit « Si tu parles, il t'arrivera la même chose qu'au gars ». Il dit qu'ensuite, Le Petit a pris la fuite avec la Super 5 et que lui est resté un moment dans la villa, à Gare, et que c'est là qu'il a fumé 1 ou 2 cigarettes. Et qu'ensuite, il est rentré à Paris en taxi. Les flics se mettent alors à chercher ce type au nom de Camembert. Le Petit. Il est grand, Le Petit. 1m90, je dirais. Il travaillait pour une société de sécurité. Et il habite à Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne, vous dites. Voyons. Il n'y a pas de Le Petit à Villeneuve-la-Garenne, monsieur. Ah, je me suis trompé. C'est pas Villeneuve-la-Garenne qui l'habitait. C'est la Garenne-Colombe. Voyons. Il n'y a pas non plus de Le Petit à la Garenne-Colombe, monsieur. Alors, toujours par acquis de conscience, bien que personne ne croie à son histoire, on fait la liste de tous les Le Petits de la région qui ont fait de la prison. Et on lui montre un album photo. C'est lui, là. Patrick Le Petit. Il a bien travaillé dans une société de sécurité, mais il ne mesure qu'en mètre 74. Et quand on compare ses empreintes digitales à celles retrouvées sur le ruban adhésif qui entravait Willy Pomonti, ça ne colle pas du tout. Et ce Le Petit, on ne peut même pas l'interroger. Il est mort. Il est mort il y a quelques mois d'un cancer. Ah, c'est toujours commode, hein, de faire porter le chapeau aux morts. Ce qui est troublant avec Michel Ambrin, c'est qu'il n'a pas du tout le profil de quelqu'un qui torture avec une perceuse électrique. Certes, c'est un petit délinquant, mais il n'a jamais été violent, jamais. C'est un voleur, c'est un cambrioleur, c'est un petit escroc. Et encore, il semble qu'il soit vraiment rangé des voitures. Il ne se serait pas transformé d'un coup en barbare sadique. Un problème psychiatrique, peut-être? Non. Les experts psychiatres disent qu'il ne souffre d'aucun trouble de la personnalité. La juge d'instruction dira de lui « J'avoue que ça n'est pas du tout l'image qu'on se fait d'un homme qui fait des trous à la perceuse dans les mollets de quelqu'un. Ça, je vous le confirme. » Une reconstitution est organisée dans la villa. Mais Ambrin refuse de mimer les scènes de torture. Puisque j'ai rien fait, je peux pas faire semblant. Il consent juste à s'asseoir sur la chaise sur laquelle il prétend avoir fumé ses cigarettes. Et en plus, il joue les moralistes quand, pendant la reconstitution, les policiers plaisantent entre eux. Mais enfin, comment vous pouvez plaisanter dans la maison de ce pauvre monsieur, enfin? Le procès de Michel Ambrin s'ouvre en septembre 2010 devant la cour d'assises de Versailles. 14 ans après le meurtre de Willy Pomonti. Et dès le début, Michel Ambrin reste accroché à sa dernière version. Le soir du meurtre, je faisais le guet. Et seulement le guet. Et là, dans un sanglot, il demande pardon à la famille. J'ai parfaitement conscience que j'aurais dû appeler les secours.
J'aurais dû appeler les secours. Pour le défendre, Ambra a fait appel à deux pointures. Jean-Michel Liénard et surtout Thierry Herzog, l'avocat du président Sarkozy. Ils se sont fixés un objectif assez modeste. Ils veulent lui éviter la perpétuité. Et pour ça, ils veulent exploiter les failles du dossier. Et ils n'en manquent pas. Si on prend les mégots de cigarettes, vous vous souvenez qu'on a retrouvé 3 ADN. L'ADN de M. Pomonti, celui de M. Ambra, et le troisième. Le troisième, il est à qui? Et si c'était celui-là, l'ADN du tueur? Hein? Et puis les cheveux retrouvés dans la voiture, ce ne sont pas les cheveux de Michel Ambra. Alors à qui sont-ils? Et puis il y a cette empreinte de pas, cette empreinte de basket retrouvée sur la scène de crime. C'était une chaussure de M. Ambra? Je ne crois pas. En tout cas, il y a rien sur le sujet dans le dossier d'instruction. Alors moi je dis qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison avec tous les doutes qu'on a dans ce dossier. C'est vrai qu'il y a des doutes, mais ça n'empêche pas l'avocat général de requérir 30 ans de prison contre Michel Ambra. Les avocats d'Ambra ont compris qu'à cause de l'ADN, ils ne peuvent pas plaider l'acquittement. Alors ils demandent une peine raisonnable. J'entends bien que par décence vis-à-vis de la famille de M. Pomonti, vous ne pouvez pas descendre au-dessous de 25 ans de prison. Il y était dans cette ville-là. Il y était et c'est certain. Mais vous ne pouvez pas non plus monter au-dessus de 25 ans. Parce que ça serait lui attribuer une part de responsabilité que le dossier ne démontre pas. Et c'est très finement joué, puisque le 15 septembre 2010, Michel Ambra est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Voilà pour cette histoire, et j'ajoute que selon les informations qu'ont pu nous donner les avocats de Michel Ambra, il a été libéré depuis pour raison médicale. Si vous regardez sur Internet, vous verrez que s'il a été libéré pour raison de santé, depuis il est décédé d'un grave cancer. D'accord. Pour débriefer cette histoire, je suis avec vous, donc maître Alain Freytag. Vous étiez dans ce dossier, donc l'avocat de la famille de Willy Pomonti, avocat de la partie civile. Ces 25 ans, quand même, sont un miracle. 25 ans, ma foi, il s'en sort bien. Oui, mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il n'a pas fait appel, alors qu'il continuait de dire qu'il n'était pas du tout l'assassin. Ouais. Il n'a pas fait appel. Qu'est-ce que dit ce quantum de peine de 25 ans et pas de 30? Au fond, que veulent dire les jurés et éventuellement le président et ses assesseurs qui sont toujours là à tirer les ficelles d'un verdict? Vous savez que les délibérations sont totalement secrètes, donc je ne peux pas savoir ce qui les a motivés. Peut-être ont-ils eu pitié à cause de certains aspects de la personnalité de M. Ambra. C'est vrai que cette affaire, on peut dire que si longtemps après, certaines questions restent encore posées. Par exemple, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, au début, les policiers, devant les traces qui ressemblaient à des scarifications que le malheureux M. Pomonti avait sur la poitrine, ils ont émis l'hypothèse d'un crime d'homosexuel. Mmh. Bon, ensuite, ils ont abandonné cette piste. Il y a eu des tortures épouvantables, apparemment, comme vous l'avez rappelé aussi, pour essayer de faire dire où on pouvait trouver de l'argent. C'est ce qu'il y a de plus vraisemblable. Est-ce qu'il y a un flou qui est resté? C'est possible. Dans la tête des jurés, est-ce que vous croyez, par exemple, que les arguments des avocats de la défense qui pointent l'existence d'un troisième mégot,
par exemple, l'existence d'une trace de basket qui n'est pas celle de Monsieur Ambra, l'existence de 3 cheveux au plafond de la voiture qui ne sont pas ceux de Monsieur Ambra. Est-ce que quelque part le verdict de 25 ans ne dit pas « il était là, c'est sûr, il a participé, c'est sûr, il était peut-être pas là tout seul ». Alors c'est un peu ce qu'avait plaidé Maître Liénard, puisque Maître Herzog n'a pas pris la parole, mais je me souviens que je l'ai entendu redire plusieurs fois, mais enfin 25 ans ça suffirait. Oui, c'est vrai, il l'a dit de cette façon-là, il a vraisemblablement essayé de semer un peu le doute, un doute partiel uniquement, mais il y a un détail qui avait beaucoup frappé pendant l'enquête, c'est que lorsqu'il avait donné le nom de Le Petit, Oui. il le connaissait, se nommait Le Petit. Il avait précisé qu'il travaillait dans cette société, et il avait dit, et il avait même sur sa voiture, il se servait de la voiture de la société, et sur la voiture, sur la portière, il y avait le nom de la société qui apparaissait. Or, au cours de l'enquête, on s'est aperçu que ce monsieur Le Petit avait commencé à travailler dans cette société 2 ans après le meurtre. Ce qui voulait dire qu'il connaissait se nommer Le Petit, mais que c'était absolument impossible que le nommé Le Petit ait été sur place le jour du meurtre. Avec une voiture d'une société dans laquelle il travaillait pas. Il ne travaillait pas encore. Donc là, oui. effectivement, il est accablé, par exemple, par des infos comme ça. Oui. Vous avez, et la famille le Pomontì que vous défendez, l'absolue certitude que c'est lui. Oh, bien sûr. Bien sûr. Et cette certitude a été renforcée, comme je vous le disais il y a un instant, par le fait que condamné, jugé coupable et condamné assez lourdement tout de même, il n'a pas jugé utile de faire appel. Alors, comme toujours, évidemment, quand un accusé nie, on bute sur le mobile. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, du mobile de Michel Ambra dans cette affaire? Je vous ai entendu parler tout à l'heure d'argent. Vous m'avez entendu parler d'argent parce que, bien sûr, on peut penser que les tortures avaient pour objet de faire dire à M. Pomontì où il avait de l'argent. Mais je vous rappelle aussi que les policiers, au départ, avaient tout de même émis l'hypothèse d'un crime homosexuel à cause de certaines pratiques qui, paraît-il, ont lieu, des pratiques sadomasochistes, je suppose. Et je répète, les traces, les cicatrices qu'il y avait sur les plaies, car c'était pas encore des cicatrices évidemment, les plaies qu'il y avait sur la poitrine de M. Pomontì leur avaient fait penser à un crime d'homosexuel. Est-ce que c'est une hypothèse intéressante? Est-ce que c'est une hypothèse qui vaut la peine ou qui aurait valu la peine d'être creusée, approfondie? Apparemment, personne n'y a songé. Oui, enfin, il y avait le voisin, c'est-à-dire qu'il y a cette histoire qu'éventuellement il couchait avec le voisin, mais le voisin dit non, et puis on s'arrête là, quoi. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'à partir du moment où Madame Zimmermann, qui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, lorsqu'elle a repris ce dossier, s'est dit c'est pas possible, on peut pas laisser un crime pareil impuni, et c'est là qu'elle a relancé les recherches. Je pense qu'elle a fait l'impasse peut-être sur le mobile, dans la mesure où ce qui était obsédant pour tout le monde, c'était d'essayer de retrouver l'auteur. Ouais, par l'ADN. Moi, je suis frappé par cette phrase de Madame Zimmermann, justement. Elle dit, ça n'est pas du tout l'image qu'on se fait d'un homme qui fait des trous dans les mollets de quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que ce type ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait? Je dirais que je n'ai pas la compétence pour porter ce genre d'appréciation. J'allais dire jugement, je ne l'ai pas dit évidemment. Il n'avait pas un passé, vous l'avez rappelé aussi, il n'avait pas un passé de délinquant violent. C'est vrai que ça pourrait ramener à l'hypothèse de départ des policiers. Des meurtres un peu bizarres. Il faut reconnaître que M. Pomontì était seul dans la maison de la Selle-Saint-Cloud alors que sa famille était beaucoup plus dans le sud de la France, loin. Oui. Et l'explication était qu'il était en train de parfaire la décoration de sa maison. Donc de temps en temps, il allait vivre là-bas, passer certaines périodes là-bas. C'est une explication qu'on pourrait mettre en doute si on voulait. S'il y avait lieu d'enquêter encore, on pourrait sans doute approfondir peut-être cette piste. Je n'en sais rien. Mais enfin, maître Freytag, vous n'êtes pas ce qu'on appelle un perdreau de l'année. Vous avez une certaine expérience dans le métier. Est-ce que vous avez déjà vu des types qui sont parfaitement ordinaires toute leur vie et qui tout d'un coup deviennent des barbares? Il faut que je
Non. recherche dans ma mémoire, mais C'est non, rare. effectivement, oui. Et ça reste une interrogation, donc on n'a pas... Vous n'avez pas, vous, de réponse à ce cheminement qui est incroyable. C'est pourquoi il est tentant de rechercher d'autres hypothèses que la recherche d'argent. Peut-être d'ailleurs, pouvait-on, dès le départ, imaginer que ce monsieur était là pour travailler, pour arranger sa maison, et que donc il n'avait pas d'argent sur lui, ou en tout cas pas d'argent caché à cet endroit-là. On pouvait aussi penser ça. J'essaie de retrouver dans mes souvenirs, mais en dehors de l'horreur, car c'était une véritable horreur, comme tout le monde l'a dit, en dehors de ça qui frappait, j'ai même l'impression que ça frappait au point qu'on ne cherchait plus les problèmes de motivation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voulait surtout retrouver l'auteur des faits, le criminel, ce qui a, encore une fois, grâce à la perspicacité de Madame Zimmermann, ce qui a permis d'arriver à ce pauvre monsieur Ambra. Car s'il a commis ces faits-là, c'est qu'il devait être terriblement torturé, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis bon, maintenant il a payé il a purgé sa peine, et puis ensuite il est décédé. La maladie l'a emporté. Un mot sur justement le rôle de Madame Zimmermann dans ce dossier. Je me mets à la place des auditeurs. Ils se disent, mais en fait, si c'est pas Madame Zimmermann, cette affaire n'aboutit jamais. Ah, on peut se dire que peut-être si un autre juge d'instruction avait été nommé, cet autre juge d'instruction aurait peut-être eu le même réflexe. Ouais. Mais là, elle l'a eu. Elle a vraiment dit, je m'en souviens encore, elle m'a dit, je ne pouvais pas imaginer qu'un crime pareil reste impuni. Et donc, c'est pour cela qu'elle a relancé les recherches. Parce que j'ai pas raconté n'importe quoi, hein. Vous avez fréquenté des juges d'instruction toute votre vie, et toute votre carrière. Quand un nouveau juge d'instruction débarque, il a toutes les bonnes raisons de mettre les dossiers anciens sous la pile. Ah, ça, je ne sais pas s'ils le font. Peut-être que dans certains dossiers comme celui-ci, peut-être qu'un autre juge aurait dit « Oh là là, c'est une affaire ancienne, et puis c'est trop difficile, je laisse tomber. » Ça n'est pas impossible. C'est exactement le contraire qu'a fait Madame Zimmermann. Merci infiniment, Maître Alain Freytag, avocat de la partie civile dans ce dossier Pomontì. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.